Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose qu'on démarre notre deuxième journée de travail, de rencontre. Alors je me demandais si Émilie Prophète est dans la salle ou si elle n'est pas arrivée encore, puisque Émilie Prophète devait nous faire part de son point de vue sur la première table ronde d'hier. Le livre n'est pas un objet comme un autre, et comme elle était dans l'avion, je lui ai proposé ce matin de nous donner son point de vue. Donc si elle est là, je l'invite à venir. Écoutez, donc, je vous propose qu'on démarre quand même, et puis si elle arrive, on lui donnera la parole à la fin de notre table ronde. Je suis heureuse d'accueillir donc pour cette table ronde qui va vous permettre de partager les grands axes du cahier de propositions et donc des travaux qui ont été réalisés depuis 3 ans. D'accueillir donc Monsieur Abou Souma, qui est directeur adjoint du livre et de la lecture au ministère de la Culture en Guinée. À côté, Simon de Jocasse, président de Québec Éditions, directeur des éditions Les 400 coups au Québec. À mes côtés également, Pierre van der Stappen, conseiller littéraire au Centre Wallonie-Bruxelles. Et puis, en principe, sont avec nous à distance Pierre Dutilleul, directeur général du Syndicat national de l'édition. Bonjour Pierre. Laurence Hugues, directrice de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Bonjour Laurence. Et Anne-Lise Schmitt, déléguée générale de l'Association internationale des libraires francophones. Bonjour Anne-Lise. Merci de vous être joints à nous pour cette table ronde où on va vous présenter un petit peu le travail qui a été réalisé, les conditions dans lesquelles nous avons réalisé ce cahier de propositions qui, je l'espère, va devenir une référence pour les années qui viennent sur des axes sur lesquels travailler collectivement. Vous l'avez tous eu en principe dans votre petit tote bag. J'aimerais mieux qu'on trouve un autre mot que celui-ci. Sinon, nos amis québécois vont... D'ailleurs, on va leur demander de nous proposer un autre mot. Un sac. Donc, dans votre sac... Donc, c'est ce document qui est le fruit des travaux réalisés depuis maintenant 3 ans et dont je vais vous expliquer un petit peu la genèse. Dès le départ, évidemment, l'enjeu de ces États généraux, c'était de réunir, de fédérer, de rassembler l'ensemble des acteurs de cet univers du livre, qu'ils soient des acteurs professionnels de la chaîne du livre, comme on a l'habitude de le dire, ou qu'ils soient des représentants des institutions qui soutiennent le livre à diverses occasions ou de diverses échelles, et puis les responsables politiques qui tracent des perspectives et qui, dont on le sait, pour le secteur du livre, sont une composante indispensable. Et pour faire ce travail, donc, on a réuni un groupe de travail dès le départ, un groupe de travail qui a donc réuni plusieurs associations, dont l'AIEI, l'AILF, le SNE, syndicat français, et puis l'Organisation internationale de la francophonie, et puis les représentants de membres du comité de pilotage à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore le comité de co-organisation, qui étaient désireux de travailler sur ces propositions. Et ce premier groupe de travail a organisé un grand nombre d'ateliers professionnels, multilatéraux, dans différents salons, à l'occasion de différents salons du livre internationaux. Et c'est comme cela que nous avons préparé des ateliers qui se sont tenus en 2018-2019. C'était l'époque où on pouvait encore voyager, même si aujourd'hui on est content d'être là. Et donc nous nous sommes rendus à Abidjan, à Bamako, à Beyrouth, à Casablanca, à Genève, à Montréal, à Paris, à Tunis. Et ce sont près de 300 acteurs du livre qui ont donc participé à l'ensemble de ces ateliers, auxquels je rajoute des ateliers numériques qui se sont tenus en avril 2021, sur la base donc de propositions déjà élaborées. Et donc, on peut dire que ce cahier de propositions qui vous a été remis est vraiment le fruit d'un travail collaboratif, multilatéral, qui, je pense, balaye l'ensemble des problématiques qui ont été soulevées au cours de tous ces ateliers, mais surtout qui propose des recommandations concrètes. Et pour ceux qui l'ont parcouru, vous y verrez des choses qui sont
qualifiées comme générales, et puis des propositions, des initiatives qui sont très concrètes, très précises. Et c'est bien cet agencement des deux, comme je le disais hier matin, qui peut nous permettre d'avancer à la fois sur le terrain et en ayant une vision un peu systémique du sujet. En décembre 2020, en perspective de ces journées, on a élargi ce groupe de travail pour pouvoir finaliser ensemble la rédaction finale de ce cahier de propositions. C'était important pour que toutes les propositions qui soient formulées reçoivent l'adhésion des principaux partenaires de ces États généraux. Et donc, on peut dire aussi que ce document a reçu l'adhésion des partenaires acteurs du livre. Ce cahier, il vient aussi d'une démarche très collaborative que nous avons faite au travers d'une plateforme, toujours la même, le livre en langue française.org, et qui est une plateforme collaborative et qui a permis aussi à chacun de venir proposer des nouvelles propositions, réagir sur les propositions, puisque chaque atelier a donné lieu à des propositions qui ont été mises en ligne. Et donc, ça nous a permis également d'élargir le cercle des acteurs qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à ce cahier. Aujourd'hui, moi, je peux dire que près de 600 acteurs du livre dans l'espace francophone ont contribué d'une façon directe ou indirecte à l'élaboration de ces propositions. C'est donc considérable. Et je crois que ce document a de la valeur pour cela précisément. À partir de tout ce matériau, il a fallu en faire une synthèse. Quand on fait une synthèse, forcément, on élague et on essaie de structurer. Et la proposition que nous faisons, c'est de le structurer autour de 8 grands leviers. Ces 8 grands leviers, je pense qu'ils vont pouvoir être peut-être projetés si quelqu'un est là. Ils sont structurés en 3 grandes parties. La première partie, c'est vraiment tout ce qui concerne, toutes les propositions qui concernent les politiques publiques. On l'a dit, on le redit, sans politique publique du livre et de la lecture, ce secteur a beaucoup de difficultés à progresser. Et ces politiques publiques, elles peuvent se jouer à différentes échelles. À l'échelle de la francophonie qui nous réunit aujourd'hui, à l'échelle de chaque État, à l'échelle de chaque collectivité territoriale. Donc c'est important de penser ces politiques publiques et surtout de développer dans chaque pays, dans chaque État, des politiques publiques ambitieuses pour le livre et la lecture. La deuxième grande partie de ce rapport, elle tourne autour des relations entre les acteurs eux-mêmes. Et là, il y a beaucoup de propositions, beaucoup d'attentes, d'échanges, de coopération, de partenariats, d'occasions de se rencontrer. Et donc, c'est tout l'objet de cette deuxième grande partie des leviers. Et enfin, le dernier levier, nous avons souhaité le séparer pour le donner à voir. C'est tout ce qui concerne les opportunités créées par le numérique aujourd'hui à tous les niveaux de la chaîne du livre. Voilà donc comment est structuré ce cahier de propositions et qui permet du coup à chacun de s'approprier en fonction de ces leviers l'endroit où, selon il est acteur dans la chaîne, il a des leviers pour agir, avec des pistes concrètes, des échanges, des partages d'initiatives à l'intérieur de ce cahier. Donc, les leviers, vous les voyez inscrits ici, je vais juste les lire si vous êtes un peu loin. Le premier, mettre le livre et la lecture au cœur des enjeux de la francophonie. Le second, développer une politique publique du livre et de la lecture dans chaque État. Le troisième, renforcer l'accès au livre des jeunes et développer le goût de lire dès le plus jeune âge. Le quatrième, développer la coopération entre les éditeurs et les différents acteurs de la chaîne du livre. Le cinquième, renforcer et élargir la diffusion des livres en langue française. Le sixième, rationaliser la distribution du livre en langue française. Le septième, renforcer la visibilité, la mobilité et le statut des auteurs de langue française. Et enfin, le huitième, intégrer les opportunités du numérique à tous les niveaux de la chaîne du livre. Vous l'aurez compris, les 3 premières, c'est la première partie sur les politiques publiques. Les 5 suivants concernent les acteurs et le dernier, c'est la 3e partie dont je vous parlais. Sans plus attendre, je vais donc passer la parole à tous ceux qui sont avec moi pour pouvoir les entendre sur la façon dont ils ont eux-mêmes travaillé dans le cadre de tout ce travail préparatoire. Quelles sont les thématiques sur lesquelles ils ont rassemblé du matériau, travaillé, permis aux acteurs de leur propre univers, on va dire, d'avancer, de travailler.
Et donc, je vais peut-être donner la parole en premier à M. Aboussouma, qui représente auprès de nous ce grand volet des politiques publiques. Donc, je vous laisse la parole, M. Aboussouma. Alors, bonjour messieurs et madame. Je suis très heureux de prendre la parole ici à l'occasion des États généraux du livre en langue française pour parler un peu de l'expérience de la Guinée dans le cadre des cahiers de propositions, des travaux que nous avons pu mener depuis 2-3 ans maintenant ensemble. Alors, je parlerai à l'échelle nationale, parce qu'en fait, le débat, c'était non seulement à l'échelle nationale, l'échelle régionale, mais l'échelle au niveau de la francophonie sur laquelle on a travaillé. Donc, si nous prenons l'échelle nationale, je crois que le débat qui est revenu ici pendant tout ce travail-là, les politiques publiques sont au cœur de ce débat. Et ce politique publique est conçu à notre niveau d'un travail collaboratif. Ça veut dire que le ministère doit travailler avec les professionnels du secteur du livre. Et vous le savez, notre secteur privé dans le domaine des livres est très dynamique, d'où l'intérêt de leur présence ici en grand nombre et en qualité. Et avec eux, nous avons estimé que dans un pays où les acteurs de livres n'ont pas accès aux étangs pour développer l'édition, dans un pays où il n'y a pas d'assistance aux acteurs de livres dans le domaine en termes de soutien financier, il s'avère nécessaire que le pays élabore une politique volontariste, comme on l'a dit hier, pour que les acteurs trouvent les moyens de s'épanouir dans ce domaine-là. Et pour y arriver, il fallait travailler sur un certain nombre d'instruments. Donc, comme on est dans un pays où on dispose déjà d'une politique nationale de la culture, et que cette politique culturelle tienne compte en grande partie les dimensions de développement de livres. Mais malgré tout ce progrès-là, et nous disposons aussi d'une loi sur le droit de propriété intellectuelle. Et le pays dispose aussi d'un fonds d'aide au développement. Mais malgré tout cela, le cadre législatif et le cadre fiscal et réglementaire dans le domaine des livres reste un problème majeur. C'est pour cela qu'il est au cœur de la problématique de développement des livres dans notre pays. C'est dans ce cadre-là que le département, en rapport avec les acteurs du livre, ont estimé qu'il fallait que le pays soit doté d'un instrument juridique capable de propulser le secteur du livre. C'est sur ce base-là qu'on travaille. Comme déjà le pays dispose, dans le cadre de la mise en œuvre de projets ressources éducatives, de ce qu'on appelle un cadre permanent, avec le ministère de l'Éducation, nous voulons profiter de cet espace-là pour élargir le débat à d'autres départements ministériels, notamment l'Éducation, le ministère du Développement numérique, le ministère de l'Administration du territoire, le ministère du Commerce et le ministère de l'Industrie. Tout ensemble, ce comité-là pourra réfléchir sur la mise en œuvre d'une politique qui soit acceptée non seulement par les partenaires, par les acteurs et par le département, pour que le texte qui sortirait de cela soit l'émanation des acteurs du livre, mais aussi qui répond aux préoccupations du développement du livre dans notre pays. Parce que sans cela, ce serait difficile de parler du développement du livre dans notre pays. Et que cela, nous ne pourrons pas nous enfermer dans l'élaboration de ce travail-là. Nous voulons l'élargir avec l'expérience de nos pays voisins, notamment le Sénégal ou le Burkina ou la Côte d'Ivoire, qui ont certaines expériences dans ce domaine-là, qui pourront nous appuyer pour que le texte sur lequel on va établir soit vraiment novateur dans le domaine du développement du livre dans notre pays. Voilà dans un premier temps ce que je pourrais dire.
Merci beaucoup, Monsieur Aboussouma, pour à la fois ce que vous venez de dire sur la situation de votre pays, puis surtout les perspectives que vous ouvrez et qui me semblent en tout cas être exactement dans la dynamique que ces États généraux souhaitent proposer. Je vous propose de donner la parole aux éditeurs. Alors nous avons autour de la table 3 représentants des éditeurs. Je vais peut-être commencer par les éditeurs indépendants et donner la parole à Laurence Hugues, donc, dont l'association réunit un grand nombre d'éditeurs indépendants dans beaucoup de pays. Donc Laurence, je vous laisse la parole. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je commence d'abord par remercier et féliciter vraiment toutes les équipes qui ont permis la concrétisation de ces rencontres. Et je voudrais adresser un remerciement tout spécial à Clémence Théveniot, qui a été d'une patience infinie tout au long de ce processus. Donc, merci beaucoup et bravo Clémence et toutes les équipes, bien sûr. On a préparé une intervention à 2 voix, Anne-Lise, qui représente l'AILF et moi-même, pour illustrer concrètement en fait, la manière dont nous avons travaillé dans le cadre des États généraux, mais plus largement pour illustrer la façon dont nos collectifs professionnels travaillent depuis de nombreuses années, donc l'AILF, Afri-Livre, le BIEF, les Foires du Livre, l'Alliance. Voilà. Et je me permets aussi de nous fêter à l'AILF et à l'Alliance un joyeux anniversaire, puisque nous fêtons nos 20 ans cette année. Voilà. Donc joyeux anniversaire à nos collectifs. Donc, je crois que depuis 20 ans, nos collectifs travaillent avec ce souci constant, justement, de se tenir informés, de dialoguer régulièrement, d'expérimenter ensemble, de créer du lien, des passerelles entre nos membres respectifs. Et je vais donc amorcer cette intervention avec une présentation générale de notre approche et de l'esprit dans lequel nous avons travaillé, l'AILF et l'Alliance, pendant tout ce processus des États généraux. Et Anne-Lise poursuivra ensuite avec une recommandation de plus concrète issue d'un atelier interprofessionnel qui a été mené en juillet dernier par Zoom. Donc, lorsque les États généraux ont été lancés, il y a maintenant plus de 2 ans, et que nous avons été invités à y prendre part en tant que collectif professionnel, je crois qu'il s'agissait pour nous avant tout d'une opportunité pour des collectifs comme les nôtres d'être davantage en dialogue avec les pouvoirs publics, de faire entendre nos voix et de participer à une rencontre, à une construction collective. Donc, dans cette optique, on a partagé tout au long de ce processus plusieurs préoccupations qui sont, je crois, le reflet de ce que nous observons, analysons, travaillons, je dirais même ce que nous vivons en fait au quotidien depuis 20 ans. Alors d'abord, et je crois qu'on avait beaucoup insisté tout au long et ça a été répété hier, la nécessité d'une gouvernance équilibrée, représentative de la francophonie en tant qu'espace pluriel, varié, représentative aussi de ce qui est le fil rouge, je crois, qui sous-tend nos collectifs, la bibliodiversité. Ensuite, la nécessité aussi de prendre en compte l'existant, pour le dire de manière assez crûment, de ne pas réinventer l'eau chaude, mais de vraiment s'appuyer sur notre expertise, sur les réussites et les échecs de nos actions de plaidoyer et de nos collectifs. Les associations ont un rôle de laboratoire, elles sont un lieu propice à l'expérience, un lieu d'utopie parfois. Et je donnerai comme exemple celui que Karim Ben Smaïl citait hier en parlant des coéditions panafricaines jeunesse, qui sont nées il y a une vingtaine d'années, réunissant à une échelle d'un continent plusieurs éditeurs. Quand l'Alliance, il y a 20 ans, lançait les coéditions solidaires, on était loin d'imaginer que ce processus deviendrait un processus rodé, affiné, avec un outillage, avec un mode opératoire vraiment performant. Et venant pallier beaucoup de difficultés qui ont été mentionnées hier, de transport, d'impression, etc. Enfin, l'importance de décloisonner les espaces aussi, au sein de la francophonie bien sûr, mais aussi entre les espaces linguistiques. Et c'est finalement le propre du travail d'un éditeur, de faire que les cultures se parlent et se rencontrent à travers les textes et les livres. Et là aussi, je trouvais très intéressant ce que disait le cabinet BearingPoint hier sur les parallèles qui peuvent être faits entre les espaces linguistiques, entre l'Amérique latine par exemple et l'Afrique francophone. Alors, dans le cas du travail à proprement parler sur le cahier des propositions, nous avons tenté d'alimenter les États généraux à partir de notre expérience. Alors, dans le cas de l'Alliance, en 2014, après un long processus, nous avons élaboré une série de 80 recommandations en faveur de la bibliodiversité, dont beaucoup font écho au cahier des propositions, que ce soit dans l'axe 2, 4 ou 8 que Sylvie vous mentionniez juste à l'instant.
Alors, une fois que les recommandations elles sont formulées, il s'agit ensuite de passer à la mise en œuvre. Et je crois que c'est ce qui nous réunit finalement à Tunis de manière virtuelle ou physique pendant ces 2 jours. Concrètement, pour les politiques publiques, par exemple, du livre, et monsieur en parlait à l'instant, l'Alliance a développé une cartographie des politiques publiques du livre en Afrique francophone subsaharienne et Madagascar, dont Serge Donchenkwam, qui en est un des chefs d'orchestre, vous parlera tout à l'heure. Alors, il s'agit d'un outil réalisé par les professionnels du livre, qui a pour ambition de dresser justement un panorama des politiques publiques du livre dans les pays, de les comparer, de s'inspirer des dispositifs existants, de déceler les manques, les lacunes, de permettre aux professionnels justement d'être en dialogue, en co-construction avec les pouvoirs publics pour construire des politiques publiques du livre adéquates. Donc cet outil, c'est un appel, une invitation, il est à disposition. Et nous, on ne demande qu'une chose, c'est qu'il soit mutualisé et qu'il puisse être alimenté, complété par les uns et les autres. Si on regarde du côté de l'axe 4 des recommandations, développer la coopération, alors je crois qu'on l'incarne à travers notre manière de travailler entre collectifs, plus particulièrement à l'Alliance. On a beaucoup travaillé ces aspects-là à travers le labo numérique, à travers justement les ateliers d'où découlent des coéditions jeunesse ou des coéditions de toutes sortes, et les exemples seraient nombreux. Alors, avant de laisser la parole peut-être à Anise, et pour finir, je voudrais juste rebondir sur quelques points qui sont ressortis des échanges d'hier et qui me semblent prioritaires. D'abord, la question écologique. Elle a été abordée de manière très très belle d'ailleurs par Véronique Tadjo, et qui pourrait être abordée de plusieurs manières, pas seulement d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue social et politique. Et je crois que c'est vraiment important qu'on l'englobe dans les réflexions à venir. Celle des réseaux, évidemment, des fédérations, des alliances. Ces réseaux, même s'ils sont imparfaits, ils existent, et je crois qu'ils sont un lieu propice à l'agilité, à la souplesse, à la créativité. Et je crois que ce que nous attendons des États généraux, c'est qu'ils soient une caisse de résonance, en fait, de nos pratiques, de nos expériences, que ces réseaux, en fait, soient davantage reconnus et soutenus. Et enfin, vous avez beaucoup parlé hier, on a suivi ça avec grand intérêt, la circulation des livres. Et peut-être qu'il faut aussi parler de la circulation des personnes et des acteurs culturels. On le voit, organisant nous-mêmes nos assises à Pampelune en novembre, la question des visas reste un vrai problème. Et je pense que c'est un point aussi important à alimenter et à mettre sur la table pour que les acteurs puissent se retrouver beaucoup plus facilement aussi. Voilà. Donc, Alice, je te laisse peut-être prendre la suite. Merci beaucoup. Merci. Laurence. Merci, je peux... Eh bien, du coup, je vais suivre voilà, la dynamique lancée par Laurence, aucun souci. D'accord. Bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion et de donner l'occasion aussi à des libraires de la ILF de participer à ces échanges fort riches. Effectivement, hier, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu effectivement à plusieurs reprises qu'il y avait souvent des problèmes de circulation du livre dans tous les sens, nord-sud, sud-nord et sud-sud. Des problèmes de logistique aussi auxquels sont confrontés les libraires au quotidien, qu'il s'agisse de transport, de taxes, de douane, de dérégulation de la chaîne du livre. Mais dans tout ce panorama, on se rend compte qu'il y a quand même des initiatives qui existent. Donc, je vais revenir sur ce qu'on peut faire à l'ILF. Mais c'est vrai que je pense que ce qui est extrêmement important, c'est toute la question des coéditions et des cessions de droits. Et donc, le travail de l'Alliance dans ce sens-là est extrêmement important. Je salue d'ailleurs le témoignage des auteurs qui ont indiqué l'importance de réserver leurs droits aux éditeurs locaux. On sait combien c'est important à plusieurs titres écologiques, politiques, symboliques. Et donc, ça, c'est très, très important. Je voulais aussi revenir sur quelque chose que Laurence a souligné, à savoir l'importance de l'organisation en réseau. Le fait de pouvoir parler en une seule voix, d'une seule voix, c'est extrêmement important, notamment parce que des fois, dans nos réseaux, par exemple, qui va fêter, nous, ses 20 ans en 2022, mais nous représentons une centaine de libraires et plus de 60 pays, il est vrai qu'en fait, il est important de faire remonter une réalité de terrain, mais en même temps, essayer d'être dans une démarche proactive pour arriver à trouver des solutions avec nos partenaires. Et dans ce sens-là, justement, la ILF est extrêmement... elle a un mot d'ordre qui est l'ouverture. Je dirais qu'il y a l'ouverture de la ILF, elle se manifeste à trois niveaux. D'abord parce que souvent, les libraires sont isolés dans leur pays. Parfois, c'est une librairie qui vend du livre français et qui est complètement seule. Et donc, le fait qu'elle soit ouverte à un réseau de plus de 100 libraires dans le monde, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a une question aussi de
pouvoir confronter sa pratique du métier à d'autres pratiques du métier, puisque il y a 60 pays représentés, donc 60 cultures. Donc ça, c'est aussi un deuxième signe d'ouverture. Et troisième signe d'ouverture qu'on a beaucoup développé depuis à peu près 2014, c'est les rencontres interprofessionnelles avec des auteurs, des éditeurs, des bibliothécaires, et notamment avec d'autres collectifs, donc avec le BIEF, avec l'Alliance des éditeurs indépendants, avec AfriLivre. Je reviendrai sur ce point justement. Alors, pour ce qui est de ce que nous avons fait par rapport aux États généraux, comme le disait Laurence, nous avons donc un certain nombre de libraires sont intervenus dans les différents ateliers des États généraux, au Québec, à Abidjan, Casablanca, Paris, etc. Nous avons participé au groupe de travail également. Mais je dirais que par rapport aux leviers et aux propositions, pour nous, il y a 5 axes majeurs qui nous semblent fondamentaux. Alors, le premier, c'est effectivement la coopération entre les acteurs et la question de la structuration de la filière du livre. Et pour cela, nous avons tout un travail qui est en cours depuis très longtemps et qui se professionnalise d'ailleurs avec l'arrivée de Caroline au sein de l'AILF. Donc, les états des lieux, des formations, des rencontres interprofessionnelles qui ont pu avoir lieu, donc, comme je disais, dans plusieurs pays du monde. Il y a aussi la question de la charte du libraire francophone sur laquelle Michel Choueiri est revenu hier, qui est aussi un point important et qui montre aussi cette question des valeurs qui permettent d'être reconnues par tous les libraires du monde et qui pose aussi un point important. Le deuxième axe important, c'est la question du travail en direction de la jeunesse francophone. Nous avons depuis de nombreuses années une caravane du livre et de la lecture en Afrique subsaharienne qui semblerait peut-être pouvoir aller en océan Indien l'an prochain. Nous développons de plus en plus des actions dans le cadre du Salon du livre jeunesse de Montreuil. Donc, c'est quelque chose qui nous semble également extrêmement important. Le troisième axe, c'est la question de la diffusion et de la communication des écrits francophones. Et pour cela, nous avons mis en place depuis quelques temps et nous continuons à réaliser des catalogues de coups de cœur de libraires, mais que nous avons d'ailleurs, par exemple, sur l'océan Indien, ouvert à des bibliothécaires et l'Alliance aussi avait proposé des coups de cœur sur cette zone. Et ça, donc, on l'a fait sur le monde arabe, l'Afrique. Là, donc, on est en train d'en finaliser un sur la zone Amérique et Caraïbes. Ensuite, le quatrième axe, c'est la question de la rationalisation de la distribution. Comme je disais tout à l'heure, c'est un problème fondamental qui fait partie du quotidien des libraires. Et donc là, la ILF essaie de jouer un rôle qui n'est pas facile, d'être interface entre les libraires, les distributeurs, les institutionnels pour essayer de trouver des solutions. Mais il y a beaucoup à faire et on y reviendra certainement. Et le cinquième axe qui est absolument primordial et sur lequel je reviens juste après, c'est l'accompagnement des politiques publiques. Et donc, dans cet axe-là est tellement fondamental qu'il devrait être, et c'est ce que vous avez déjà dit. Donc, pour arriver à cet axe-là, nous, à ILF, ce qu'on essaie de développer, et je vais le concrétiser juste après par l'exemple des rencontres interprofessionnelles en Afrique que nous avons organisées en juillet 2021. Donc, à notre avis, pour développer cet objectif, il y a 3 axes, 3 priorités. Donc, comme on disait tout à l'heure, et pouvoir développer des échanges interprofessionnels, faire en sorte que les gens se retrouvent ensemble, puissent parler à la fois des soucis, mais aussi de ce qui fait qu'ils font ce métier-là et qu'ils ont choisi de faire ce métier, de parler du fond, du catalogue. Et ça, on se rend compte que moins il y a de rencontres, moins les gens se connaissent et moins ils connaissent leur fond, moins ils ont envie de travailler ensemble. Donc ça, c'est primordial. Deuxième chose, c'est encourager éventuellement à l'échelle, comme le disait monsieur, national, voire transnational, des comités de pilotage qui pourraient justement, et ça c'est fondamental, associer l'interprofession des professionnels du livre et des institutionnels pour commencer à réfléchir à des axes communs. Et troisième point important pour arriver à accompagner ces politiques publiques, c'est l'idée de travailler sur des outils préalables à la conception de politiques publiques. Tout à l'heure, Laurence parlait de l'étude réalisée par l'Alliance. Nous réalisons des états des lieux, des enquêtes de terrain, des chartes. Et je finirai justement par un exemple très concret, donc celui de ces rencontres interprofessionnelles qui ont eu lieu à distance et qui ont réuni une cinquantaine de professionnels du livre africain, où nous avons essayé de travailler sur 2 outils très importants, une charte interprofessionnelle entre libraires et éditeurs africains qui a été validée par le collectif et qui sera prochainement mise en ligne sur nos sites respectifs, puisqu'il y avait l'Alliance AfriLivre et l'AILF qui était organisateur. Et le deuxième qui est en cours de correction, c'est une charte de bonne conduite entre les professionnels du livre et les institutionnels. Et celui-ci est en cours de validation et donc on reviendra vers vous dès que ce sera finalisé. Voilà, Sylvie, je m'arrête là. Merci Anne-Lise.
Vous étiez seul libraire face à 4 éditeurs, donc c'est normal que vous preniez du temps. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage et toutes ces actions que vous portez au sein de la ILF. Je vais peut-être traverser l'Atlantique et aller vers Simon de Jocasse, donc au Québec. Et comment avez-vous travaillé sur ce cahier de propositions au sens large, c'est-à-dire sur la préparation de ces états généraux? Merci Sylvie. Merci à tous d'avoir organisé, d'avoir transpiré fort pendant des années sur ce dossier. Je vais parler au nom de l'ensemble des Québécois qui ont travaillé et des Franco-Canadiens qui ont travaillé sur le dossier, à savoir que le Québec est relativement choyé dans son infrastructure du livre. La plupart des gens l'ont déjà entendu souvent, je le dis ad nauseam, que nous avons une infrastructure qui est assez solide, une politique du livre qui est assez solide, des structures gouvernementales qui s'offrent pour nous aider plutôt que nuire au développement du livre. Tout ça étant dit, on est allé chercher plusieurs intervenants de plusieurs secteurs. On peut penser tout de suite au ministère de la Culture, bien sûr, mais aussi les infrastructures de subvention comme la SODEC, qui est un partenaire important pour les éditeurs, mais aussi le Calque, qui est un partenaire important pour les créateurs, les auteurs. Nous sommes allés vers les librairies, vers les bibliothèques, vers la grande bibliothèque. Nous sommes allés du côté du scolaire. Donc, on a rassemblé autour de la table plusieurs intervenants pour regarder justement un peu qu'est-ce que le Québec peut faire dans cette lancée. D'emblée, je pense que ce qui est ressorti, c'était justement, comme je le disais à mes élèves quand j'étais enseignant, petite main droite sur l'épaule gauche, et puis on se félicite pour le travail accompli depuis les 50 dernières années au Québec. Cela dit, il y a encore du travail à faire. Je rappelle que malgré que le Québec soit une province solide, il y a quand même un taux d'analphabétisme élevé au Québec. Et ce problème-là, il est criant. Donc, la notion d'une politique sur le livre a son écho dans ce contexte-là chez nous. La relation Québec-France est relativement solide, quoique il y a encore du travail à faire, surtout dans l'autre direction, c'est-à-dire le livre québécois vers l'Europe. Il n'y a qu'une porte, quelques éditeurs sur le nombre phénoménal d'éditeurs québécois qui peuvent rentrer sur l'espace européen. Et je ne parle même pas de l'espace africain qui, là, est absolument quasiment inexistant dans les deux directions. Je parlais avec Suleiman, l'incongruité de pouvoir avoir ces livres anglophones disponibles sur le marché canadien, anglais, états-unien à travers Ingram, sur le territoire européen francophone avec la FNAC, aucune façon d'avoir un livre de sa maison d'édition sur l'espace québécois. Il y a du travail à faire pour permettre non seulement que nos livres puissent se retrouver sur les espaces africains et francophones par le monde, mais il va falloir aussi qu'on trouve une façon d'accueillir sur l'espace québécois les livres qui viennent surtout de l'espace africain, parce que de façon générale, la France a bien réussi à rentrer sur l'espace québécois. On s'entend que 70 à 80% des livres qui sont sur nos tablettes, comme partout ailleurs, sont français, comme je disais dans une autre intervention. Par contre, le livre québécois se vend bien à un point tel que nous pouvons compter à peu près 50% du chiffre d'affaires qu'est du livre québécois sur le territoire québécois. Je pense que notre situation nous permet de dire « sortons de ce petit québécocentrisme et ouvrons nos portes pour accueillir, ouvrons nos portes aussi pour proposer des stratégies. Certains m'ont entendu parler de la loi 51 qui a été créée dans les années 80 par le ministre de la Culture et éditeur Denis Vaugeois, qui voyait dans une stratégie d'État
une façon d'assurer la pérennité du livre québécois, franco-canadien, dans l'espace québécois. Et sa stratégie était simplement de dire, nous demanderons aux espaces publics, nos bibliothèques, nos écoles, de passer leurs achats à travers des librairies agréées à plein prix. Alors, excite les grossistes et donnons la place à des librairies locales, librairies agréées, qui doivent être 100% québécoises, ce qui mettait tout de suite en échec toute situation potentielle d'un libraire européen avec pignon sur rue à Montréal qui souhaitait offrir des livres à bas prix et couper la concurrence. Donc, cette stratégie-là, elle s'applique chez nous. Peut-elle s'appliquer entièrement ou en partie ailleurs? Pourquoi pas? Je ne parlerai pas de ce que la ministre Roy voudra adresser ce soir ou cet après-midi pour la ministre, mais je crois que chacune des propositions, chacun des dossiers, et ce sont des dossiers qui, malgré le fait que le Québec va bien, il y a encore du travail à faire. Et s'il y a une chose que je retiens de ce qui a été dit justement par nos collègues des associations librairies et éditeurs, c'est le fait qu'il faut se permettre aussi d'avancer en acceptant qu'il y aura des erreurs, que ce n'est pas juste les associations, mais tout le monde qui peut être une structure d'apprentissage. On apprend, je dis souvent que si on enseigne le vélo à des enfants et qu'au moment où ils tombent, on dit « Attends, on va attendre 3 ans pour recommencer », ce n'est pas la bonne façon. Donc, il va falloir qu'on accepte qu'on va s'écorcher les genoux, qu'on va avancer, mais je crois que le message que j'ai entendu, c'est qu'il faut avancer. Il faut passer de la théorie à l'acte et se permettre de faire des erreurs. Et là-dessus, je dirais que s'il y a une chose que je reconnais dans notre structure, c'est que les instances publiques et surtout les structures subventionnaires permettent l'erreur. Ils sont là pour nous aider et je trouve qu'il y a souvent cette attitude que je reconnais dans d'autres structures, la notion de je vais essayer de trouver où tu as commis une erreur pour pouvoir ensuite bloquer ta structure de subvention, ton visa, ton passeport, ton dossier, alors que ça devrait être l'inverse. Chaque intervenant partout sur la structure, et je suis d'accord que tous les intervenants de tous les ministères, la santé, l'agriculture, tout le monde devrait avoir en tête que la lecture, c'est le point de départ de la réussite dans un pays et que si on ne fait pas ça, on va manquer le bateau et ça va faire beaucoup d'illettrés. Donc, il faut que tout le monde soit bon joueur et plutôt que de bloquer, mettre des bâtons dans les roues, offre une opportunité pour avancer, de corriger ensemble pour avancer plutôt que de corriger pour bloquer. Merci Simon pour ces paroles fortes, je crois, qui vont résonner dans beaucoup d'esprits. Je vais passer la parole à Pierre van der Stappen. Donc Pierre, en Fédération Wallonie-Bruxelles, comment avez-vous travaillé ? Oui, je voudrais d'abord évidemment remercier l'organisation des États généraux, Sylvie et Clémence qui a été citée aussi pour le travail formidable et pour l'opportunité qui a été donnée à la Fédération Wallonie-Bruxelles effectivement d'être associée aux travaux. Ça a été le cas depuis le début. Ça se traduit ici à Tunis avec la présence de plus d'une dizaine d'interventions en présentiel ou en ligne de nos acteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la présence de la ministre de la Culture qui interviendra 2 fois aujourd'hui. Donc ça marque effectivement l'intérêt pour ces États généraux de la Fédération Wallonie-Bruxelles et on vous en remercie d'y avoir été associé dès le début. Alors je vais juste donc expliquer au niveau de la méthode de travail. Eh bien, on a effectivement réuni dès le départ un comité de pilotage interne à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a permis de sonder l'avis et d'associer à l'action toutes les professions effectivement du livre, les associations d'éditeurs, d'auteurs,
libraires et bibliothécaires, mais aussi dans ce comité de pilotage se trouvaient les administratifs effectivement chargés de la politique publique du livre au ministère et à Wallonie-Bruxelles International et les représentants des cabinets ministériels concernés. Donc c'était effectivement à l'image d'ailleurs de toutes les nécessités et de tous les acteurs mobilisés dans le cahier de proposition, et ça a permis d'avoir un avis assez général. Alors donc on a incité ces acteurs à participer, à la fois à réagir évidemment et à participer à la plateforme numérique de consultation lors des ateliers en présentiel ou en numérique, et puis de participer aux discussions et à la hiérarchisation un petit peu des différentes propositions. Alors ce que je vous propose de faire, mais vraiment brièvement, c'est de montrer sans être exhaustif, et on retrouvera effectivement des intérêts de chaque c'est normal, de chaque métier du livre spécifique, de passer en revue quelques points qui requièrent vraiment l'attention en fédération Wallonie-Bruxelles, quelques points du cahier de proposition. Puisqu'on a parlé beaucoup des politiques publiques, et bien là effectivement c'est un point qui requiert l'attention. Si la proposition 1, qui est de mettre en place des lieux d'échange au sein de la francophonie en vue de stimuler et de fédérer les actions autour du livre et de la lecture, c'est un point fort important. Tous les acteurs insistent sur le fait qu'un comité de suivi qui puisse prolonger ces états généraux est absolument essentiel, parce que ça permettra de continuer de partager l'expérience entre les différents pays de la francophonie, mais surtout il y a des questions évidemment comme dans tous les autres pays qui sont depuis un certain temps sur la table et que nos acteurs connaissent bien, et ce qu'il faut maintenant c'est que les résolutions soient hiérarchisées, soient ciblées, qu'il y ait un comité de suivi qui puisse donner des indicateurs un peu d'avancement, de réussite, et je pense que il y aura certains acteurs auront à cœur de s'investir dans ce projet. Le développement d'actions communes de plaidoyer en faveur du livre et de la lecture jeunesse au niveau de la francophonie, la proposition 3, là, la Fédération Wallonie-Bruxelles aimerait montrer différentes actions qui sont réalisées déjà et soutenues par les pouvoirs publics, comme Tout le monde lit, pour l'incitation à la lecture, et en proposant éventuellement des coopérations internationales, une internationalisation de ce modèle, entre guillemets, qui puisse nourrir éventuellement d'autres acteurs, d'autres pays, tout comme d'ailleurs d'autres opérations, si je vais un peu plus loin dans le cahier, vers le livre et les jeunes, qui est un point aussi très important qui est mis en avant, faire de la jeunesse une cible prioritaire des politiques publiques et du livre de la lecture, proposition 17, eh bien, il y a d'autres opérations soutenues par les pouvoirs publics, comme la Petite Fureur, qui fait découvrir des textes dès le plus jeune âge, le prix jeunesse Wallonie-Bruxelles-Québec, d'ailleurs, qui est actuellement en réorientation. Voilà, il y a une série d'opérations que l'on aimerait mettre en avant, partager ce modèle avec d'autres pays, parce qu'il semble que les opérations à caractère ludique, qui associent les pouvoirs publics, l'école et les familles, permettent ce type favorise ce développement d'accès à la lecture, qui est vraiment une priorité aussi en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis une autre opération comme le fait de permettre à des auteurs de venir en classe, et là aussi de mettre la littérature à portée des élèves, c'est aussi quelque chose que l'on aimerait partager. Ça, c'est la proposition 18. Alors, toujours dans les politiques publiques, il y a aussi la question de la formation, proposition 6, faire de la formation professionnelle et du transfert de compétences dans le secteur du livre un enjeu clé de la coopération Nord-Sud, et rajoute nos acteurs aussi Nord-Nord, parce qu'effectivement on a vu qu'il y a même dans notre partie géographique toute série d'enjeux. Et là effectivement il y a un fort intérêt marqué pour, alors il y a déjà beaucoup de choses qui est fait en termes de formation, mais pour éventuellement bénéficier de mutualisation et du savoir de la SFORED, et puis pour ce qui concerne la Fédération Wallonie-Bruxelles, faire partager elle-même son propre savoir, et évidemment notamment grâce au PILEN, qui est ce partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique. Il y a là toute une série de formations, de réunions interprofessionnelles qui peuvent servir aussi de modèle, et que l'on voudrait proposer effectivement dans ce cadre.
Pour le point de la coopération entre acteurs, évidemment, et la mobilité des auteurs, c'est aussi un point extrêmement important. Et là, il y a donc effectivement un intérêt pour les initiatives, les transferts de compétences entre éditeurs, comme je viens d'en parler, au niveau de la formation, du jumelage et des stages. Et sur les politiques publiques aussi, je citerai quand même, point que j'ai oublié de citer, évidemment un point très important qui est la structuration et la professionnalisation de la filière du livre. Il y a en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis maintenant un certain temps la mise en place, suite à une demande du terrain, d'ailleurs des acteurs de terrain, de ce modèle de structuration de la filière du livre qui associe les acteurs de terrain et les différents niveaux de pouvoir qui peuvent, et en Belgique c'est un État fédéral, donc évidemment il y a toute une série de niveaux de pouvoir importants qui sont impliqués dans tous les métiers du livre. Et bien cette notion de professionnalisation, de structuration de la filière du livre qui aboutit à des contrats de filière, c'est un modèle qu'on aimerait effectivement aussi partager. Et la proposition, c'est aussi au cœur donc, de ce que proposent nos acteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et alors on a vu, c'est intéressant que cette disposition générale en termes de politique publique peut avoir des conséquences aussi évidemment très pratiques. Par exemple, la proposition 5 qui parle de la lutte contre le piratage, eh bien, il a été évoqué dans les travaux que si on structure la filière du livre, notamment de certains libraires, on aide à une certaine professionnalisation, on a des pratiques qui s'éloignent de certaines pratiques illégales, et ben, on va lutter de facto contre le piratage, qui est un des problèmes qui était souligné aussi dans les travaux. Alors, donc, il y a effectivement aussi bien évidemment le problème de la diffusion-distribution, et là les éditeurs sont évidemment preneurs, et c'est un enjeu très important pour les éditeurs belges francophones, notamment toute une série de petits éditeurs, dits petits par la taille, mais grands par le talent, la production, en termes de littérature, de poésie, qui ont du mal, déjà une difficulté dans leur marché interne en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais en France aussi évidemment, d'accéder à des réseaux professionnels de diffusion-distribution. Et il y a notamment, alors ça c'est extrêmement ambitieux, mais bon, la proposition 29 qui parle, dans le cadre de l'opportunité de l'ouverture du marché des acteurs francophones, de créer une maison du livre francophone ou de fédérer des lieux existants, mais en tout cas d'avoir ce lieu identifié où des livres de la francophonie sont à la fois vendus, où des auteurs peuvent être associés à des rencontres, où il y a une visibilité vraiment pour la production francophone, que ce soit à Paris, en région, en France et bien sûr dans tous les pays de la francophonie. Ça, c'est vraiment une proposition aussi qui a retenu l'attention de nos acteurs. Alors là, il y aura un atelier dans ce sens tout à l'heure qui traitera de la visibilité, de la mobilité, du statut des auteurs de langue française. Ça, c'est évidemment très important aussi. Il y a une nécessité à revaloriser le statut d'auteur, un appel en phase avec la proposition 40 de la simplification administrative de toute une série de dispositions pour le statut d'auteur, notamment pour les cachets, en termes de fiscalité. Et là aussi, la formation est importante en termes de contrat, de formation aussi au contrat pour les auteurs. Donc ça, c'est un aspect important. Et toujours pour la mobilité des auteurs, eh bien, effectivement, il s'agirait, dans le fil de la proposition 42, de diversifier le profil des auteurs et des formes littéraires représentées dans les différents événements. C'est vraiment important que, alors c'est à partir du Centre Wallonie-Bruxelles, le rayonnement des éditeurs et des auteurs belges francophones en France est déjà bien étendu, mais dans toute la sphère francophone, la diversité d'accueil des auteurs dans les salons du livre et les festivals, c'est évidemment aussi un objectif important. Et puis, dernier point, effectivement, de ce volet qui a été, comme vous le disiez, Sylvie, bien identifié à part, c'est le numérique, intégrer les opportunités du numérique à tous les niveaux de la chaîne du livre. Et là, il y a effectivement vraiment un intérêt très particulier des acteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La proposition 45 de développer les rencontres et les formations à distance, là aussi, on retombe sur le savoir-faire du Pilène qui pourrait être partagé à ce sujet, la volonté de rendre disponibles les livres numériques, même à l'intérieur de la sphère francophone, à l'extérieur, pardon, de la sphère francophone, qui est une manière aussi de les faire connaître. Et puis le numérique aussi,
comme atout au niveau du développement des bibliothèques, former le personnel des bibliothèques de toute taille et présenter le savoir-faire de l'équipe numérique du ministère, par exemple, qui accompagne déjà les bibliothèques. Ça peut être un souhait chez nous et qui rejoint la proposition 46, voilà, ainsi que la proposition 47, développer les formations au numérique et encourager le partage et l'innovation. Il y a là une plateforme du prêt numérique en Fédération Wallonie-Bruxelles qui pourrait là aussi être proposée. Donc voilà, en conclusion, c'est vraiment l'idée d'abord du suivi, de la concrétisation, de l'implication, de propositions que l'on aimerait vraiment effectivement voir le jour concrètement. Et puis, je crois qu'il va falloir s'arrêter. Voilà, il va falloir s'arrêter parce qu'on a encore une intervention. On a déjà dépassé l'heure. Merci Pierre, excusez-moi. Bon, on le voit, le sujet est riche et la collaboration a été fructueuse et rejoint les intérêts des uns des autres. Je voudrais surtout qu'on ait le temps aussi de donner la parole au Syndicat national de l'édition, à Pierre Dutilleul. Les éditeurs français, qui sont évidemment partie prenante importante de cet espace éditorial francophone. Quelle est la réflexion chez les éditeurs français aujourd'hui par rapport à toutes ces propositions, toutes ces problématiques qui ont été exposées? Pierre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Sylvie. Je me joins au concert de remerciements qui se fait au début de chaque intervention. Et c'est vrai, un grand merci, Sylvie, pour cette énergie, ce dynamisme mis pour organiser ces états généraux. Et à Clémence Thévenot, vraiment, qui, dans l'abnégation, le professionnalisme, l'humanisme, etc., ont fait qu'aujourd'hui, on est là sur l'écran. Donc, merci et bravo. C'est très important. Ces états généraux. Comme l'a dit Simon, en France aussi, on est très bien structuré au niveau de l'économie du livre. Le ministère de la Culture en fait une de ses préoccupations premières et le service du livre et de la lecture est un service très professionnel, très compétent, très proche de l'ensemble des acteurs du livre qui fait qu'ils connaissent parfaitement bien nos problématiques, nos contraintes, nos difficultés, nos visions, et donc on travaille de manière très étroite avec eux. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, pour le SNE, bien, les ambitions qui président à l'organisation de ces états généraux, eh bien, on les partage en fait. Et ces ambitions, elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont culturelles, elles sont éducatives, elles sont sociétales également. Et on les partage et on les partage depuis longtemps. En 2005, déjà, le Conseil, le bureau du SNE s'était saisi déjà de ces questions. Et à l'initiative de Bertrand Cousin, il y a un rapport qui a été fait à l'époque sur les échanges notamment avec les pays africains. Et c'est quelque chose qui fait encore référence aujourd'hui. Mais je voudrais dire, et je le dis fortement, nous sommes les champions du monde du diagnostic, les champions du monde du Yaka, Faucon et Pitussé. Eh bien aujourd'hui, il faut qu'on fasse ces états généraux. Il doit y avoir un avant, il doit y avoir un après. Et le SNE s'engage solennellement à mettre en place toutes ces propositions qui sont faites et auxquelles l'ensemble des membres et des personnels du SNE a été étroitement associé. Et tout ce que nous avons apporté dans ces discussions se retrouve dans ces propositions. Ça doit être non plus des propositions, mais maintenant des plans d'action. Et ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel. On le sait, la France représente aujourd'hui 85% quand même du chiffre d'affaires du livre en français. Ça veut dire que, et même si on met les pays du Nord, l'Amérique du Nord, la Belgique, etc., c'est 95%. Ça veut dire que le marché est déséquilibré. Il faut utiliser ce mot, le marché est déséquilibré, et il manque de structuration. Donc, ces propositions vont permettre d'améliorer nettement cette situation. J'entends parler de politique publique. Et oui, il faut des politiques publiques, bien sûr. Et elles ont été développées, beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas les redire, mais pas que des politiques publiques. Le métier d'éditeur, c'est un métier d'entrepreneur. Entrepreneur, ça veut dire prendre des risques. Prendre des risques, ça veut dire se dire que ce marché qui n'est pas structuré aujourd'hui, il rend possible une croissance exponentielle du livre et de la lecture. Le président de la République, ici en France, a décrété le livre et la lecture grande cause nationale. Et donc, profitons-en.
on a les États généraux, on a cette grande cause nationale, mais il y a quelques freins, il y a quelques difficultés. La première, pour moi, et elle est structurante et essentielle, c'est la confiance entre tous les acteurs. Aujourd'hui, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Et je pense que ces États généraux vont permettre de rapprocher les points de vue, de permettre de faire que la France ne soit pas ce pays qui veut tout manger. Non, la France veut partager, la France veut être partie prenante, la France veut être, et les éditeurs français veulent être partie prenante complètement de ces États généraux. Et donc, installer cette confiance, Denis Beria en a parlé hier, c'est très important, une parole forte, et donc je la reprends aujourd'hui. Et puis, le deuxième point, c'est le prix du livre, l'accès au livre. On ne peut pas dire on va développer la lecture si on offre des livres qui ne sont pas accessibles parce que le prix ne le permet pas. Les politiques publiques permettent, par le biais des bibliothèques, des politiques de prêt, etc., de donner un accès au livre au plus grand nombre. Mais ça ne suffit pas. En France, on connaît bien comment structurer un prix. On a une loi langue. L'éditeur fixe le prix. On sait ce que c'est que fixer un prix. On doit pouvoir savoir le fixer dans beaucoup de territoires. Et donc, là-dessus, on s'engage à discuter, à essayer de voir comment permettre au plus grand nombre, dans les pays qui n'ont pas le pouvoir d'achat que l'on peut avoir sur le territoire français, eh bien, d'avoir malgré tout l'accès aux livres par un prix qui soit accessible au plus grand nombre. Et aujourd'hui, l'écart est grand, il faut qu'on le réduise, c'est un des points essentiels. On a cette loi langue, on en fête les 40 ans cette année, et bien que l'anniversaire permette de souffler plus que 40 bougies et d'y ajouter, bien sûr, celle de tous les pays amis qui participent à ces États généraux. En France, on a lancé aussi beaucoup d'initiatives qui permettent aux livres d'être présents et d'être présents pour le plus grand nombre. Nous travaillons activement avec le BIEF, avec Pierre Michkowski, avec la ILF, etc., sur cette charte pour les librairies francophones. C'est quelque chose d'essentiel. Et donc, on doit arriver à quelque chose qui permette aussi des plans d'action et qui permette aussi d'avancer sur cet accès aux livres. Nous avons créé des initiatives, par exemple, vous aurez plus de détails cet après-midi, mais les petits champions de la lecture. Pierre, Eh bien, il va falloir... Pierre, oui, j'accélère. Oui, il va falloir qu'on close cette table. Je voulais simplement dire que 15% des Français, des petits Français qui arrivent en sixième au collège, ne savent pas lire. Ils savent dire les mots, mais ils ne savent pas retenir ce qu'ils ont dit. Donc ça, on s'y est attelé avec les petits champions de la lecture. On crée de toutes pièces un festival du livre qui aura lieu en avril prochain au Grand Palais éphémère à Paris. Et la francophonie, il y aura toute sa place, bien évidemment. On travaille sur les sessions de droit, remplacer l'export par des sessions. Et là, je demande à ces États généraux de préparer avec nous une sorte d'étude d'impact parce que ça créera un mouvement important que l'on va accompagner, mais de travailler sur cette étude d'impact. Et puis, je relais cette initiative de l'UIE que Olivier Bory présentait hier avec cette académie à laquelle la France participe. Nous avons donné beaucoup de matériel. L'Asfored et Edinovo ont présenté leur point de vue aussi, et je pense que c'est essentiel qu'on soutienne leurs actions. Et puis, reprendre un point qui a été présenté par Simon et Pierre juste ce matin, c'est le statut des auteurs et des auteurs francophones. On travaille beaucoup au sein d'une mission qui s'appelle la mission Sirinelli aujourd'hui, au statut des auteurs et à la relation contractuelle entre éditeurs et auteurs. La France est souvent un modèle, et bien que ce modèle se propage et que les décisions que l'on prend au sein de cette mission puissent s'étendre aussi à l'ensemble des auteurs francophones qu'on ne voit que trop peu sur la table de nos libraires. Donc là aussi, c'est un chantier prioritaire, et donc nous y travaillons avec l'ensemble des éditeurs membres du SNE, et notamment dans le circuit du livre qui permettra une meilleure circulation du livre francophone sur l'ensemble des territoires. Voilà, je pense que c'est beaucoup d'initiatives. Également, je voudrais en dernier citer le prêt numérique en bibliothèque. Il concerne aujourd'hui des éditeurs français. La BNF va nous rejoindre, mais tous les éditeurs francophones devraient pouvoir
y participer. Et donc, là aussi, par ce biais-là, nous devrions pouvoir développer la lecture, développer la présence des auteurs francophones et des éditeurs francophones sur l'ensemble des pays et des populations qui parlent cette langue. Ils sont près de 300 millions dans le monde. Eh bien, allons-y et nourrissons-les. Merci infiniment, Pierre. Je pense que vos propos ont été écoutés avec beaucoup d'attention. Je pense que tout le monde va vous prendre au mot. Et en tout cas, merci aux éditeurs. Je le veux. Oui, merci donc de cette intervention très forte. Et je pense que si on travaille ensemble, en effet, sur ces sujets, on devrait pouvoir arriver à faire bouger les lignes. Merci infiniment. Nous avons déjà débordé. Je suis navrée. J'ai déjà dit hier qu'il fallait qu'on tienne les horaires. Déjà, je suis la première responsable. On ne les tient pas. J'avais invité Émilie Prophète à nous rejoindre en début de séance. Alors, Émilie, vous êtes là. Je vous donne 2 minutes. Seulement 2 minutes. Alors, je répète pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Émilie Prophète devait nous rejoindre hier matin en ouverture. Le livre n'est pas un objet comme un autre. Elle a été bloquée pour une histoire de visa au dernier moment à l'aéroport à Roissy. Elle nous rejoint quand même aujourd'hui. Émilie, je vous donne la parole. 2 minutes. Merci. Merci beaucoup, bonjour. 2 minutes, c'est très très court et c'est pour cela que je vais commencer par la fin puisque j'ai pu parler à plusieurs journalistes qui sont avec nous dans le cadre de cette rencontre, de ces états généraux du livre en français. Et je commencerai par la fin en disant, puisque la question est revenue à chaque fois, Émilie, penses-tu que ces états généraux serviront à ton pays, à d'autres pays? Moi, je crois fermement que ces états généraux serviront de base à l'établissement de politiques publiques dans des pays comme le mien, Haïti, qui n'en ont pas jusqu'à présent. Haïti, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles, c'est beaucoup de problèmes à tous les niveaux, de la santé, tout. Donc, on a réfléchi beaucoup depuis plus de 10 ans parce qu'en 2007, j'ai dirigé la Direction nationale du livre à l'établissement de politiques publiques du livre et de la lecture. Mais nous avons eu des désastres de tous ordres, dont des tremblements de terre, des cyclones qui ont sapé tout ce que nous avions entrepris en termes d'infrastructures physiques que nous avons essayé de construire et aussi l'instabilité politique qui n'a pas aidé. Et aujourd'hui, nous devons repartir de zéro dans un pays demandeur. Haïti est un pays extrêmement demandeur de politique du livre, de bibliothèques et malgré tous ces manques, Haïti produit des écrivains, Haïti produit des penseurs qui ont besoin d'être lus, dont les livres doivent être partagés, non pas à l'international seulement, mais en Haïti, parce que les écrivains importants haïtiens sont publiés en terre étrangère, notamment en France. Renforcer les politiques publiques ou créer des politiques publiques du livre, c'est fondamental pour Haïti. Et depuis le départ, il y a 3 ans, à Saint-Malo, l'ouverture en fait, de cette discussion sur l'opportunité de faire ces états généraux, j'ai suivi de près et le numérique était au cœur des débats. Le numérique qui est une chance pour les pays en développement où l'État n'a pas les moyens de faire de grosses infrastructures, des médiathèques, donc permettre aux plus pauvres d'accéder, puisqu'il y a une démocratisation des bidules qui permettent d'accéder tant aux bibliothèques patrimoniales qu'aux petites bibliothèques, ainsi que faire des achats en ligne. Le numérique, le questionnement sur pourquoi les éditeurs, pourquoi les livres en français circulent tellement mal, pourquoi la France reste le centre de la francophonie, un centre nocif de la francophonie. Donc toutes les questions étaient là et cette rencontre permet à des éditeurs de se rencontrer et aussi de dire de faire des avancées, de partager des réflexions. Si nous faisons appel à des diffuseurs, comme le fait Elisade ou Mémoire d'un crier, est-ce que le livre ne va pas circuler un petit peu plus et tout ça? Donc voilà, c'est pour ça que je voulais commencer par la fin. 2 minutes, ce n'est pas assez. J'avais prévu tout un papier que je vous enverrai. J'espère qu'il pourra être publié et comme ça, vous pourrez voir les chiffres, les réflexions sur l'état du livre en Haïti, les librairies
librairies, les bibliothèques publiques, le ministère de la Culture, tout ce qui a été entrepris. Donc voilà, je pense que j'ai fait mes 2 minutes. Merci infiniment Émilie, et avec plaisir. Merci d'être avec nous. Bien, je vous propose donc de clore cet échange, de passer donc aux différents ateliers qui vont se tenir maintenant sur chacune un peu des thématiques, des leviers qu'on a évoqués. Et donc, merci infiniment à tous d'avoir été présents ce matin. Merci. Merci. Bon, Pierre, je prends à la lettre ce que j'ai entendu en effet.